C'est jamais très facile de savoir comment aborder des questions, surtout autour d'un titre que j'ai annoncé qui est Apport de l'anthropologie à la résolution de quelques problèmes spécifiques de santé publique ou d'infectiologie dans le contexte tropical. Donc une sorte de titre à rallonge et qui englobe à peu près, disons, l'ensemble des questions, enfin, ou qui sous-entend qu'on pourrait répondre à l'ensemble des questions. Alors je vais essayer de présenter des choses très simples, qui sont quelques ouvertures et quelques appels peut-être à construire ou à poursuivre cette articulation entre les sciences sociales et les sciences médicales. Alors la première chose, c'est partir de quelques évidences. C'est que, bien évidemment, comprendre les maladies infectieuses relève sans doute autant des sciences médicales que des sciences sociales. Sciences médicales, bien évidemment, parce que la médecine, la biologie, la parasitologie définissent des faits pathologiques, analysent l'histoire des maladies et proposent des traitements. Et donc il y a là, bien évidemment, des disciplines qui sont centrales dans la définition de ces maladies infectieuses et en même temps de leur prise en charge et de leur prévention. Mais il suffit d'ouvrir un tout petit peu le regard et de décliner en gros quelques thématiques pour voir quels pourraient et quels sont les apports de l'anthropologie, ou des sciences sociales en général. Je distingue relativement peu la sociologie de l'anthropologie. C'est un ensemble complexe qui commence, disons, par du quantitatif, dans la sociologie quantitative, et se termine par l'anthropologie. Donc ça forme un champ à peu près homogène qu'on peut appeler socio-anthropologie. Mais globalement, quelles sont ces thématiques ? La première chose, et tout le monde en est bien d'accord, c'est que évidemment, les conduites sociales qui déterminent un ensemble de pathologies doivent être analysées avec un ensemble de concepts provenant des sciences sociales. Qu'il suffise de parler de la question de l'hygiène, du lavage, la question de la nourriture, la question du rapport à l'aliment, la question des conduites sexuelles. On voit bien qu'il y a là tout un ensemble de pratiques qui sont des pratiques sociales où les maladies infectieuses trouvent leur origine. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, sauf à être médecin, et même le médecin, lorsqu'il est malade, en général, ne parle plus de sa maladie dans les mêmes termes, il y a une façon tout à fait naturelle, ou ce qu'on pourrait appeler une façon sociale, de parler de la maladie, et donc il y a toujours un encodage linguistique très particulier, très spécifique, de symptômes que l'on observe sur son corps ou sur le corps de l'autre. Et donc on va distinguer un ensemble de signes. Pour le médecin, ça formera éventuellement un syndrome, et pour les populations, ça formera éventuellement des pathologies qui sont distinctes. Et donc on voit bien que la perception, l'analyse de son corps, l'analyse du corps de l'autre au moment où survient une pathologie, ou quelque chose qui se présente comme un régime non naturel du corps, eh bien, entraîne là un encodage spécifique, et à l'évidence, cet encodage de la maladie infère sur un ensemble de conduites. Le troisième point, c'est que, bien évidemment, en dehors de la médecine, il y a dans tous les pays, il suffit ici de penser à Lourdes ou de penser à tous les traitements en médecine parallèle, enfin ce qu'on appelle les médecines parallèles, mais c'est encore plus vrai dans les pays qui sont sous-équipés médicalement. Il y a partout des pratiques de soins qui sont plurielles, des pratiques de soins qui sont multiples. Ce qui fait qu'à chaque moment où l'on est malade, eh bien, on va éventuellement s'adresser à l'hôpital. On peut s'adresser à un guérisseur avant, on peut avoir un recours religieux avant ou pendant, on peut faire des allers-retours entre la possibilité offerte par l'hôpital et un ensemble de praticiens. Et donc on va comme ça osciller et on va construire des itinéraires. Un itinéraire, c'est tout bêtement l'équivalent d'un plan de métro, c'est-à-dire on va d'un point à un autre, on revient. Et ces itinéraires, quand on essaie de les qualifier un peu plus précisément, on va appeler ça une trajectoire. Trajectoire, ça signifie simplement qu'à chaque moment ou chaque point de cet itinéraire, il va y avoir un nom donné à la maladie, une interprétation donnée à la maladie, et bien évidemment, en fonction de ce nom, de cette interprétation, des possibilités thérapeutiques présentées ou réellement observées, eh bien on va faire un ensemble de choses. Ça va transformer un peu le rapport à soi, le rapport à la famille, le rapport éventuellement à l'économie, et donc une trajectoire, c'est simplement un itinéraire qualifié. Autre point qui intéresse au plus haut point à la fois la médecine, mais qui se traite grâce à l'anthropologie ou à la socio-anthropologie, c'est bien évidemment la qualité des interactions entre soignants et soignés.
il y a partout, à un moment, on va accéder par exemple dans un hôpital, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans un hôpital? Est-ce qu'on va rencontrer le médecin ou est-ce qu'on va rencontrer un gardien qui va dire qu'il est médecin et qui va traiter comme s'il était médecin? Est-ce qu'on va réussir à entrer dans la salle de consultation? Est-ce qu'on va se déplacer et faire par exemple 2 jours de route, attendre ensuite la nuit, coucher devant la salle de consultation et voir un médecin qui va dire « Ah, c'est ça, pas lu ». Et voilà, l'interaction sanitaire se limitera à ça. Et là, on voit bien que, bien évidemment, il y a des personnes qui accèdent aux services de santé, mais qu'est-ce que ça signifie d'accéder aux services de santé, à la fois comme dépense, comme qualité des interactions, et comme compréhension de la maladie. Et puis le troisième point, c'est bien évidemment la prévention. Alors prévention, Jean Delmont a évoqué la question des messages. Les messages, encore faut-il qu'ils soient compréhensibles, qu'ils soient codés dans les langues nationales, qu'ils soient adaptés aux conditions socio-économiques des populations. Et donc on voit bien qu'il y a à la fois des propositions préventives qui se transmettent grâce à des messages, et puis il peut y avoir aussi des propositions préventives qui s'impriment simplement dans la structure de la vie quotidienne. Il suffit par exemple d'essayer de mettre des canaris avec de l'eau pour se laver les mains. Et à partir du moment où on ne touche pas l'eau avant de se laver les mains, on va avoir un objet qui éventuellement transforme, un peu comme une histoire sans parole, on va avoir un objet qui transforme des pratiques sans même qu'il y ait nécessairement un discours qui accompagne ces pratiques. Alors on voit bien, il suffit là de décliner, je le fais de façon extrêmement simple. Lorsque l'on décline un petit peu toutes ces thématiques, on voit bien l'apport ou les apports qui peuvent être ceux de l'anthropologie à cette question des maladies infectieuses ou de la prise en charge des maladies infectieuses. Alors, bien évidemment, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça, parce que chaque domaine peut se replier sur un autre. Et on va avoir une infinité de thématiques de recherche ou de thématiques d'action pratique. Et on sait très bien que la qualité, par exemple, de l'interaction entre soignants et soignés va jouer sur l'observance des traitements. De la même façon, on sait très bien que les conduites sociales qui ont un impact sur la santé sont souvent codées dans les langues nationales et donc ne prennent sens pour les acteurs eux-mêmes qu'à partir du moment où ça se réfère à leur univers de sens. De la même façon, si on essaye de regarder ce qu'il en est du pluralisme thérapeutique, on peut se douter que la qualité des soins accordés à l'intérieur des hôpitaux infère sur les itinéraires thérapeutiques. Pour le dire un peu simplement et un peu naïvement, si l'interaction avec le système de santé, disons médical, est bon, on aura en général une baisse à l'intérieur des recours populaires. Et on voit ça aussi en Europe, à partir du moment où il y a des traitements efficaces, on a moins de recours en général à des traitements parallèles. Et donc on va avoir une possibilité constante de replier un domaine sur un autre, et ce pliage constant des données d'un domaine sur un autre va construire un ensemble de conduites sociales ou de conduites de soins. Mais il me semble que grâce à, disons, depuis à peu près une trentaine d'années, et on le voit bien dans le bulletin de pathologie exotique, ces secteurs sont étudiés, ils sont travaillés, et on a régulièrement un ensemble d'articles qui essayent de montrer de façon assez précise ce qu'il en est pour une population donnée ou pour un contexte donné. Alors, ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est en gros de me dire si on est d'accord sur ces choses-là, si on est d'accord, disons, sur ce paquet de propositions, on peut présenter ça de cette manière-là très simplement. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre quand même ce qui permet à l'anthropologie ou à l'anthropologue de réfléchir sur ces domaines? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait un anthropologue? Comment il travaille? Et en quoi un anthropologue apporte quelque chose en étant peut-être un tout petit peu différent de vous dans ses pratiques et dans sa démarche et dans sa façon de poser des questions ou de mener ses recherches? Et c'est cette question que je vais essayer de poser. Et à la fois comme on n'a pas beaucoup de temps, et puis comme on est là pour essayer de parler de façon extrêmement simple, mais en même temps en essayant d'être un petit peu sérieux, je vais essayer de poser ces questions sous la forme de 3 grands traits, ou de 3 qualifications, de manière à essayer de cerner ce qu'est le regard anthropologique, à la fois sur ces grandes dimensions des maladies infectieuses, mais peut-être d'une certaine façon sur la maladie en général, notamment en contexte tropical, mais vous verrez que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre les contextes tropicaux et ceux qui sont ceux de nos sociétés.
Alors, la première caractéristique ou le premier type d'opération qui est mise en œuvre par l'anthropologue, c'est un usage constant de réduction ou de variation d'échelle pour construire en fait des descriptions denses d'une certaine situation. Donc, vous voyez, réduction, variation d'échelle, pour construire d'abord de la description. Alors on voit bien qu'il y a derrière tout cela une hypothèse, une première hypothèse, disons, massive, c'est qu'en gros, l'échelle d'observation produit des effets de connaissance spécifiques. Et quand on réduit la focale, quand on essaye de voir de façon dense une petite partie du réel, eh bien, on enrichit l'observation de dimensions qui n'apparaissent pas à une échelle plus large. L'analogie est évidente avec le microscope. Il est évident que lorsqu'on regarde une coupe quelconque d'un tissu au microscope, on voit à la fois le même tissu que l'on voit à l'œil nu, mais en même temps, on en dégage des structures qui n'apparaissent pas si on n'a pas cet objet grossissant. D'une certaine façon, une des tâches de l'anthropologue, lorsqu'il travaille sur des descriptions denses, c'est-à-dire en essayant de densifier ses approches sur un petit échantillonnage, sur une petite partie de la population, c'est d'essayer de créer ces effets de grossissement. Alors, donc, tout d'abord, description. Description, vous voyez bien que la description, c'est ce qui précède, et c'est ce temps donné avant d'interpréter. L'anthropologue est quelqu'un qui prend son temps, ça ne dure pas forcément très longtemps, mais il essaye d'abord de se dégager un peu de ces systèmes interprétatifs pour essayer de prendre le temps de regarder. Et de regarder le plus naïvement possible en essayant de se déprendre de ces a priori les plus immédiats. Vous voyez, je dis souvent aux étudiants, mais je pense que c'est finalement assez vrai comme image, un bon anthropologue, on en voit régulièrement dans de la bonne littérature. Un bon anthropologue, c'est par exemple Rantanplan, le chien de Lucky Luke. Vous voyez, Rantanplan, il est allongé par terre, il a une oreille dressée, il regarde tout, il n'a pas vraiment un point de vue sur le monde, mais il s'étonne un peu de ce qui se passe chez les humains. Vous voyez, donc il est là, il attend, et puis il regarde. Vous avez partout, si vous prenez la petite souris de Plantu à la première page du Monde, pratiquement tous les jours, la souris de Plantu, elle est toujours un peu en étonnement. Elle regarde le monde. Elle n'en pense pas grand-chose, elle rapproche des choses un peu étranges, des événements qui se passent, et puis elle se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce monde? Et vous voyez que l'anthropologue, c'est quelqu'un qui s'étonne. Alors, cet étonnement, il est bien évidemment pas aussi naïf que celui de Rantanplan, parce que l'anthropologue fait quelques études, mais ça veut dire que l'anthropologue, il construit une altérité. Pour s'étonner, encore faut-il se dire, l'autre est l'autre, et il est complètement autre a priori. Alors, c'est la première chose qui est importante à voir, c'est que l'autre n'est pas différent de moi parce qu'il serait africain ou parce qu'il serait asiatique ou quelle que soit son origine. L'autre est simplement différent de moi parce que je le construis comme étant différent de moi. C'est-à-dire que j'essaye de m'empêcher de raisonner à sa place. Il y a une très belle phrase d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas qui dit « L'autre est la question dont je ne suis pas la réponse ». Eh bien, ça pourrait être cette première définition de l'anthropologie. L'autre est une question, je n'en suis pas sa réponse. Alors, j'essaye simplement, vous voyez, de construire l'autre comme une énigme et de le regarder avec cette forme de regard éloigné. Et cette altérité, elle existe partout. Vous voyez, si je me promène, par exemple, dans les rues à Marseille, je peux entendre des gens qui vont dire « Ah oui, non, sois gentil, dépêche-toi un petit peu, sois gentil, vraiment, fais un effort ». Et si je suis, disons, dans ma société, je peux me dire, oui, il n'y a pas d'étonnement. Mais si j'essaye de construire l'autre comme altérité, je vais me dire, tiens, c'est quand même étrange des gens qui parlent aux chiens. Et vous voyez, je vais me dire, quel est le rapport entre un chien et un humain dans cette bonne ville de Marseille? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de liens pour construire un rapport à l'animalité? Et puis ensuite, je vais pouvoir, par exemple, me poster dans la rue, et essayer de voir toutes les phrases qui sont dites aux animaux. Qu'est-ce qu'on dit aux chiens? Qu'est-ce qu'on dit aux gros chiens, aux petits chiens? Je vais croiser. Est-ce qu'un agriculteur dira la même chose à des porcs, à des vaches? Quels sont les rapports entretenus construits avec un animal? Vous voyez, je construis l'autre comme étant complètement différent de moi-même. De la même façon, vous voyez une voiture. Bon, une voiture, on en voit plein les rues, bon, ça n'a l'air de rien. Mais essayez de vous étonner devant une voiture. C'est quand même un truc un peu étrange. Il y a 4 places dans une voiture. Et pourquoi?
Parce qu'il y a papa, maman à côté et 2 ou 3 enfants derrière. Donc une voiture, après tout, c'est une mécanique, mais c'est avant tout une structure de parenté. C'est notre structure de parenté. Vous voyez, si l'Afrique avait inventé les voitures, on roulerait tous dans des minibus. Et on s'étonnerait peut-être moins. Mais vous voyez, quand on rentre dans une voiture, on adopte une structure de parenté. Alors ça veut dire que l'on va construire ces objets justement par ça. Lorsque je travaillais sur des questions d'hygiène hospitalière au Mali, je m'étais dit, par exemple, pour essayer de voir un peu ce qui se passe, je vais faire la journée d'un haricot. Donc je m'installais à côté d'un haricot, vous voyez, puis je regardais ce qui se passait, et j'essayais de percevoir le monde depuis, en gros, le haricot. Comment il circulait dans la journée? Qu'est-ce qu'on mettait dessus? Est-ce qu'il était nettoyé, pas nettoyé? Est-ce qu'on posait des arachides? Est-ce qu'on remettait une seringue? Etc. Et vous voyez, si vous essayez de comprendre, par exemple, l'hygiène hospitalière par le biais de ces objets, en construisant de l'altérité, en essayant de vous étonner de ce que d'habitude vous voyez, vous allez découvrir des structures qui ne sont pas des structures toujours si évidentes. Alors, c'est donc premier type d'opération, réduire les échelles, construire de la description et construire une situation où les objets apparaissent comme altérités. Mais bien évidemment, quand on réduit l'objet, ça a plusieurs conséquences d'une certaine façon. Ça veut dire que d'abord, on va renoncer à l'idée que l'importance d'un phénomène soit en quelque sorte proportionnelle à sa taille. Donc ça veut dire que même les événements les plus infimes, ou bien les conduites les plus infimes, peuvent avoir un retentissement extrêmement important. Et le deuxième point, ça veut dire que je vais prendre au sérieux toute une poussière d'informations et d'explications qui sont données par les acteurs. Bon, par exemple, ça veut dire que si je veux analyser un service de médecine, après tout, entre ce que me dit le professeur agrégé avec un discours bien rodé, etc., c'est peut-être pas plus intéressant que ce que me dira un aide-soignant. Un aide-soignant va des fois avoir bien plus de choses à dire sur le malade, sur ses craintes, sur la façon dont il traduit les maladies, que sur un chef de service. Vous voyez, par exemple, en Afrique, il y avait un très bon chef de service qui m'avait dit que pour les cancers primitifs du foie, au lieu de dire cancer primitif du foie, on disait CPF, ce qui était une façon d'essayer d'éviter le choc de l'annonce diagnostique aux patients. Et puis ensuite, quand j'étais passé, j'avais parlé de cette question-là avec un aide-soignant qui me disait « Ah oui, CPF, c'est les cancers putrides du foie. » Nous, c'est ce qu'on dit aux malades. On dit « Ah, vous avez un cancer putride du foie. » Vous voyez ? Alors, vous avez là une description de la structure ou une description de l'effet de l'information. Et vous voyez que des fois, entrer par le bas est quelque chose infiniment plus révélateur que d'entrer par le haut. Il y a quelques années, on voulait faire une histoire coloniale, une histoire de la colonisation, en interrogeant les chauffeurs. Et vous voyez que interroger les chauffeurs des personnels coloniaux, c'est quelque chose de tout à fait passionnant, parce qu'ils en savent beaucoup plus sur la vie privée que si on regarde ce qui s'est passé dans les événements ou dans les coupures de presse. Et donc, vous voyez, ces formes d'entrée dans le réel permettent de décrypter le réel avec finalement plus de vérité quand on rentre par ces petits objets. Mais je vais essayer de voir avec vous, je vais prendre l'exemple du paludisme, pour montrer comment ce type d'opération de description dense peut essayer en tout cas je l'espère, peut enrichir l'observation et peut-être permettre de comprendre certaines difficultés. Vous savez que dans la question de la prévention du paludisme, il y a d'abord énormément d'argent dépensé du côté des moustiquaires, et puis il y a malgré tout, malgré ces efforts, il y a un ensemble de problèmes qui se posent. Vous êtes infiniment plus compétent que moi pour en parler, mais notamment à la fois difficulté à la prévention, aux soins, à l'observance des traitements, problème de la résistance aux antipaludéens, etc. Et donc on a toujours des mises en place de plans, des mises en place de programmes, et quand on regarde, quand on essaye d'évaluer, on se rend compte que pratiquement tous les pays ont mis en place des plans. Bon ça, disons, la question du papier ne pose pas en général trop de problèmes, mais que l'effectuation, la mise en œuvre de ces plans pose par contre un peu plus de problèmes. Alors quand on essaie de décrire ce qui se passe au ras du sol, de la façon la plus simple possible, alors se pose d'abord la question du sens des choses, la question du sens et de la signification. Vous savez que une des façons de qualifier la science, c'est que c'est le premier système qui donne une explication sans donner de signification. Mais bien évidemment, les gens vont chercher aussi de la signification. Donc ils vont nommer les fièvres d'une certaine façon. Si
Si on est au Mali, en Bambara, on va dire Soumaya. Si on est en pays Zarma-Sonrail, on dira Heimarize. Si on est dans d'autres endroits, on dira Djokajo, en Côte d'Ivoire, etc. Donc il y a différentes façons de nommer les fièvres. Alors ça entraîne des tas d'incompréhensions. Si je le dis en termes relativement plus savants, les champs sémantiques ne sont pas isomorphes, c'est-à-dire c'est décalé entre bien évidemment le vocabulaire médical et la façon dont les gens nomment ces choses-là. Si j'ouvre un tout petit peu sur ces questions de traduction, vous voyez que ça pose problème quand vous allez essayer de parler d'eau potable dans des langues qui, pour des raisons historiques, ne sont pas codées scientifiquement, n'ont pas de codage scientifique, et donc, d'une certaine façon, ils n'ont pas de lexique scientifique, et donc il n'y a pas de concept de potabilité. Donc, vous voyez tous ces problèmes qui sont liés au codage, à la façon de nommer les choses. Mais vous avez, par exemple, quand vous suivez, si on vous donne une prescription pour du Soumaya, en pensant éventuellement que c'est du paludisme, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez le médicament pour le Soumaya Fura. Fura qui veut dire feuille ou médicament. Et où est-ce que vous le trouvez? En général, vous le trouvez directement dans les pharmacies par terre, où il y a une espèce d'isomorphisme complet entre le nom du médicament et l'expression de la plainte du patient. Et donc là où, par exemple, pour traiter votre palu ou votre Soumaya, vous passez chez le médecin qui vous donne, donc en français, qui vous donne une ordonnance écrite que des fois vous ne savez pas lire, que vous retransmettez à une pharmacie qui des fois vous donnera un produit qui n'est pas écrit sur l'ordonnance et que vous allez payer, eh bien vous avez quelque chose de beaucoup plus direct. Moi, mon truc, c'est du Soumaya. Ok, j'ai ton médicament pour le Soumaya. Et vous voyez comment ces questions du sens et de la traduction sont aussi une manière d'inférer sur les conduites. Alors, juste petite question qui peut intéresser la Société de pathologie exotique, c'est que, bien évidemment, quand on regarde l'Afrique, il y a 800 langues en Afrique, 2 langues de formation à la médecine, le français et l'anglais, et cette question de la traduction, c'est-à-dire les jeunes médecins apprennent en langue française ou anglaise, dans un vocabulaire qui, bien évidemment, est un vocabulaire codé scientifiquement, et ils vont pratiquer dans les langues nationales. Et cette question de la traduction, qui est massive dans la pratique, n'est pas posée dans la formation. Donc vous voyez, simple petite question. Deuxième, toujours dans cette même réduction d'échelle, qu'est-ce que l'on voit aussi? On voit en gros des liens entre des pratiques sociales et des pratiques sanitaires. La moustiquaire, après tout, c'est une nouvelle technologie. Toute nouvelle technologie fonctionne comme une greffe. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, des fois ça donne des choses bizarres. Bon, il y a des greffes qui prennent tout de suite. Par exemple, si vous prenez le téléphone portable en Afrique, aucun souci, ça a pris tout de suite. La télé, ça marche tout de suite. Pas besoin de supervision, choses compliquées. La moustiquaire, visiblement, ça pose quelques problèmes. Alors, simplement, essayons de regarder pourquoi ça pose problème. Parce que d'abord, la structure de l'habitat, c'est-à-dire que quand on est en milieu urbain ou périurbain, eh bien on a des maisons construites un peu sur le modèle, quand on a de l'argent, sur le modèle de Dallas, transmis par la télévision, des pièces très chaudes, et donc c'est assez difficile de dormir sous une moustiquaire. Quand on est en périurbain, on a très souvent des murs en parpaing et des toits en tôle, c'est-à-dire en gros des cuisinières. Et donc à ce moment-là, essayer de dormir sous une moustiquaire dans une cuisinière quand il fait 40 degrés dehors, c'est absolument insupportable. Et donc, vous suspendez votre moustiquaire, mais s'il n'y a pas d'arbre dans la concession, vous la mettez où, votre moustiquaire? Vous mettez des piquets, les piquets ils tombent, etc. Le fil pour suspendre la moustiquaire, dans toutes les cases de tous les pays d'Afrique que je connais, le fil qui tient la moustiquaire, c'est ce qui permet de suspendre les vêtements. Donc en gros, c'est un porte-manteau. Donc une fois que vous avez vos vêtements dessus, est-ce que vous tirez votre fil de moustiquaire pour faire tomber tous vos vêtements? Pas forcément, si vous avez le courage. Les enfants, vous les surveillez parce que le soir, ils dorment avec vous à côté de la veillée, ils dorment sur la natte et vous allez les coucher vers minuit, à peu près quand il fait un peu moins chaud. À minuit, vous les mettez sous les moustiquaires. Avant, non. Etc. etc. Les lits sont faits en latte, donc d'abord ça déchire les moustiquaires et les moustiques passent par en dessous. Les jeux d'enfants qui font des trous dans les moustiquaires. Vous voyez, qu'est-ce que l'on a là-dedans? On a simplement la façon dont un objet technique est approprié par une population. C'est-à-dire comment les structures de la vie quotidienne viennent construire une greffe spécifique d'un objet technique. Et vous voyez, bon, deuxième point. Troisième point, c'est la question entre les normes pratiques de soins et les normes officielles. Eh bien, bien évidemment, vous avez à la fois tout ce qui se joue en dehors des structures de santé. Bon, par exemple, toutes les perfusions qui sont posées dans toutes les concessions par des anciens bénévoles devenus plus ou moins des officiels de la santé. Et puis, même quand vous regardez les nouveaux tests rapides, et quand on essaye, il y a un article publié sur la Côte d'Ivoire qui démontre ça très bien,
À la fois pour les tests rapides, il faut un respect de la chaîne de froid qui n'est pas toujours assuré. Il y a aussi tous les jeux d'acteurs, et par exemple les soins qui ne sont pas faits par les infirmiers, mais par les aides-soignants, donc des fois avec probabilité de technicité un peu réduite. Et puis vous avez aussi les infirmiers qui disent ça nous demande trop de travail de faire ces tests. Et puis vous avez surtout quelque chose qu'on retrouve en France, qui est une sorte de stratégie de gestion de la clientèle. Vous n'allez pas dire aux gens non, non, toi c'est pas du palu, tu peux rentrer chez toi, je te donne rien. Les gens ils gèrent leur clientèle, ils vont dire non, c'est pas du palu, mais enfin je te donne quand même quelque chose parce que voilà, ça te fera pas de mal. Et comme ça, vous donnez un médicament, exactement comme nombre de généralistes n'osent pas dire à un patient vous n'avez rien, rentrez chez vous. Ils vont dire non, non, vous n'avez rien, allez, prenez quelques vitamines, ça vous fera du bien. Et vous voyez comment on a là quelque chose qui, d'une certaine manière, montre que les normes pratiques, les normes selon lesquelles les gens travaillent, ne correspondent jamais aux normes officielles. Autre question, je vais essayer d'accélérer un petit peu, on pourrait, toujours dans cette façon de décrire un petit peu de manière dense, vous avez beaucoup de choses autour de l'hygiène publique. Alors, bien évidemment, l'hygiène publique, c'est une des grandes questions, et souvent cette question est traitée massivement. Mais quand on s'interroge pour savoir quel référentiel réel, dans le réel, désigne le terme d'hygiène publique, quelles articulations entre différents domaines construisent l'hygiène publique, vous vous rendez compte, et c'est un peu une banalité de dire ça, qu'est-ce que c'est qu'une ville ? Une ville, ce n'est pas un ensemble homogène, on le voit bien d'ailleurs parce qu'il y a des prévalences différentes des pathologies selon les quartiers, mais vous pouvez regarder aussi qu'une ville, en termes d'hygiène par exemple, c'est une marqueterie extrêmement complexe de lieux et de pratiques. Par exemple, l'espace des marchés, avec des ordures liées au marché. C'est très souvent les enfants qui balayent les espaces des marchés. Ils balayent les espaces des marchés, payés par les commerçants, sauf bien sûr le jour où il n'y a pas de marché. Et en plus, les ordures sont poussées juste à la limite du marché. Et comme il y a des ordures qui sont posées quelque part, les populations viennent poser d'autres ordures. Et s'il n'y a pas un retour avec des gens qui viennent ramasser les ordures, eh bien on va réussir à construire un dépotoir juste à côté de l'endroit où on vend des aliments. L'espace des autogares, c'est d'autres types d'ordures, avec d'autres types de pollution. L'espace religieux, lui, il est balayé très souvent par des jeunes enfants ou par des femmes ménopausées, notamment quand il s'agit d'espaces liés à l'islam, mais il ne distingue pas entre le propre et le sale, mais entre le pur et l'impur. Et vous allez passer, même dans des villes relativement, sales, ou en tout cas, avec beaucoup de déchets, que ce soit des villes un peu portuaires comme Mopti ou comme Saint-Louis au Sénégal, vous verrez, vous aurez d'un côté des écailles de poissons et hop, à 50 mètres de la mosquée, c'est parfaitement propre. Et puis vous aurez aussi des espaces internes des concessions où là, d'une certaine manière, il y a un isomorphisme absolu entre la réputation de la femme et la prise en charge de la propreté de sa concession. Et donc vous aurez une concession qui sera très propre, avec parfois pour la femme la nécessité de gérer des contraintes adverses, c'est-à-dire gérer des animaux qu'on garde pour la tabaski ou pour revendre, avoir un espace propre pour l'alimentation, et en même temps avoir quelque chose qui va se déverser à l'extérieur, mais à l'extérieur vous êtes dans un espace public, et donc vous aurez une concession propre et un espace public sale, et les deux vont être jouxtés, mais dans l'ordre des représentations locales, ça ne correspond absolument pas aux mêmes formes d'appropriation de l'espace. Donc, je pourrais vous montrer que ça varie aussi selon les saisons, c'est-à-dire les ONG mettent en place des charrettes pour ramasser les ordures, mais les charrettes, elles ramassent peu d'ordures au moment de la saison sèche, parce qu'à ce moment-là, on met les ordures sur les champs pour être de l'engrais, et c'est d'ailleurs en Bambara le même terme, nogo, qui décrit à la fois les ordures et en même temps l'engrais. Et puis au moment où il y a le plus d'ordures, c'est-à-dire au moment de la saison pluie, où il y a moins de dessiccation, eh bien ces charrettes sont utilisées pour les travaux des champs, et en même temps on n'utilise plus les ordures parce qu'on est dans les champs et on n'a plus besoin d'engraisser les sols. Et donc, vous voyez, on a des tas de choses qui expliquent pourquoi finalement ça ne fonctionne pas si bien. Deuxième posture de l'anthropologue, c'est d'essayer toujours de se situer du point de vue des acteurs. Alors, les Anglais disent « actors oriented », mais en gros, on essaye de se poser une question qui est assez simple. On se dit, si les acteurs ou si les populations font quelque chose, elles n'ont pas toujours raison de faire cette chose-là, mais elles ne font jamais les choses sans raison. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi les gens agissent comme ça et pas autrement ? Alors là-dedans, on essaye de pas, dans un premier temps, en tant qu'anthropologue, de ne pas avoir de jugement de valeur.
On ne glorifie pas non plus ce qui serait de l'ordre d'un traditionnel qui est toujours de l'historique, mais simplement on se dit que les gens ne font pas n'importe quoi. Alors je vais prendre juste quelque chose, par exemple, pour essayer de voir en quoi ça sert de reconfigurer le sens des conduites. Je vais prendre l'exemple, c'est un exemple donné par le regretté Claude Fay, qui était un très bon anthropologue. Il prend un exemple dans la ville de Mopti, entre Mopti, disons Mopti, la région centre-nord du Mali. Il montre que, par exemple, le passage à la sexualité se fait en milieu peul, urbain, aux alentours de 12-13 ans. Donc, c'est un accès à la sexualité qui se fait de façon relativement furtive, parce que les aînés ne sont pas vraiment d'accord, exactement comme chez nous. Et donc ça se fait à la fois en cachette et ça se fait avec de la honte. Mais une honte qui est codée dans les catégories du rapport à soi et les catégories du lien social, très différemment en Afrique, comme vous le savez, qu'en France. La honte, chez nous, les gens le disent fréquemment en Afrique, ils disent les Blancs, ils ne connaissent pas la honte. La honte en Afrique, c'est une façon de tenir son rôle, et c'est une manière, en gros, quand on ne respecte pas certaines règles, on serait plus proche de ce qu'on appelait déroger en ancien français que de connaître la honte au sens, disons, des rappeurs contemporains. Eh bien, d'une certaine façon, alors cette honte, elle porte des noms très précis, par exemple c'est Maloya en Bambara, Hawi en Zarma, etc. Mais en gros, au moment où on connaît la honte et au moment où on va en gros passer à la sexualité avec toutes les maladresses, les craintes et en essayant de ne pas se faire prendre, c'est clair qu'on n'utilise pas de préservatif, qui demande une certaine dextérité. Mais le problème ensuite, c'est que quand on arrive à partir de 16 ans, c'est-à-dire on arrive à ce moment-là dans des stratégies matrimoniales, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Une jeune fille, comme un jeune garçon, la jeune fille va commencer à avoir quelqu'un qu'on va appeler son titulaire. Son titulaire, on pourrait traduire ça par, en français il n'y a pas si longtemps, on disait ça c'est ma régulière, voilà, ou mon régulier. Mais le problème, c'est que pour diverses raisons, là j'ai absolument pas le temps d'en parler, mais notamment d'individuation de la personne, du fait qu'on n'est plus marié par sa famille, mais marié par choix amoureux, et qu'on est passé, là encore, le codage linguistique est bien marqué, on est passé du balima furu, c'est-à-dire le mariage de cousins croisés, à un kanu furu, le mariage de choix amoureux. Eh bien, on va commencer à utiliser la beauté, la séduction, comme étant des armes pour avoir à la fois un destin social normal, être épousé, avoir des enfants, avoir un foyer, éventuellement avoir aussi une ascension sociale. Eh bien, le problème, c'est qu'on va commencer donc à jouer en solo, on ne sera plus garanti par un groupe social. Mais bien évidemment, ce que disent les jeunes filles, elles disent les hommes sont comme le silure dans la main, ils ne pensent qu'à courir. Et vous voyez, quand on prend un silure un peu vivant, il essaye de se balader un peu dans la main. Et les hommes, c'est un peu pareil. Donc les hommes sont devenus des clandos. C'est-à-dire qu'ils ont une petite copine, mais ils en ont d'autres. Enfin, ils draguent à gauche, à droite, autant qu'ils peuvent. Et alors les filles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles disent, comme je ne peux pas compter sur lui, il faut bien que j'en ai plusieurs aussi, parce que c'est pas celui-là, comme on dit au Sénégal, ce ne sera pas mon tchof, ce ne sera pas mon gros, c'est pas lui que je vais attraper forcément. Et donc je vais avoir plusieurs partenaires. Et donc on se retrouve avec des garçons qui ont plusieurs partenaires et des filles qui ont plusieurs partenaires. Mais quand ils se rencontrent, malgré ces multi-relations, ils se présentent toujours dans une démarche de stratégie matrimoniale. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi un préservatif ? C'est un machin en plastique, enfin en caoutchouc, qui sert à se prévenir des MST. Mais c'est aussi un objet qui est polysémique, c'est-à-dire qu'il est interprété par les populations. C'est-à-dire c'est aussi, par exemple, le signe de la maladie, avec un syllogisme inversé, puisqu'on dit aux malades de porter le préservatif, donc ceux qui portent le préservatif sont malades. Donc c'est un signe de maladie. C'est aussi un indicateur social de compétence en matière sexuelle. Celui qui réussit à prendre le préservatif, à l'ouvrir, à le mettre sur son sexe d'une seule main, c'est que quand même, il a une certaine technique. Donc, vous voyez, si vous retrouvez face à quelqu'un que vous voulez épouser, et que vous arrivez avec le préservatif comme ça, etc., la fille va se dire « Ouh là là, celui-là, je suis tombé sur un super dragueur ». Donc il faut plutôt montrer une forme de maladresse, une forme d'incompétence sexuelle pour montrer qu'on a une valeur sociale. Et ce qui fait qu'en fait, il y a un moindre usage du préservatif, non pas parce que les gens ne savent pas, mais parce que l'on va prendre un risque biologique que l'on va préférer à un risque social. On préfère prendre le risque biologique d'attraper la maladie pour ne pas prendre le risque social de se retrouver à 25 ou 30 ans sans avoir de mari, et à ce moment-là d'être laissé pour compte et d'être obligé de se satisfaire d'un mariage
soit avec un vieux, soit en deuxième, troisième épouse. Et donc vous voyez, ces questions-là, je pourrais vous décliner plein de choses qui montrent que les gens ont compris, mais que simplement, ils se retrouvent dans des systèmes de contraintes adverses. Prenez la contraception. Bien évidemment, la contraception, les hommes et les femmes ont en général compris ce que c'était. C'est pas bien complexe de comprendre ça. Mais les hommes sont très souvent favorables à la contraception. Le problème, c'est qu'ils sont aussi favorables à la surveillance de leurs femmes par le fait qu'elles ne prennent pas la contraception. Et donc, le problème, c'est qu'ils sont parfaitement d'accord avec la contraception, mais qu'ils diront oui, mais sauf si je donne la contraception à ma femme, je ne peux plus la surveiller. Et donc, je suis favorable à la contraception, mais elle ne prendra pas de moyens de contraception. Et vous avez bien évidemment tout un ensemble de choses. Pensez à la bilharziose avec l'obligation de cultiver et le risque d'attraper la maladie, etc. Donc vous avez plein de choses qui sont des contraintes adverses. Et bien évidemment, plus on n'est pas dans l'échelle sociale, et plus on est pris dans des contraintes adverses extrêmement difficiles à jouster. Il y en a d'autres. Hein. Vous voyez actuellement, par exemple, il y a ce qu'on appelle les conseils de l'UNICEF, les pratiques familiales essentielles de l'UNICEF, qui demandent à ce que l'enfant soit nourri exclusivement au sein. Oui, bien sûr, sauf que, bien évidemment, toutes les belles-mères, que ce soit dans tout le pays Sonrail ou dans tout le pays Bambara, donnent des décoctions pour durcir l'enfant. Quand on confie son enfant à sa belle-mère, est-ce qu'elle ne va pas le faire et est-ce qu'on a autorité sur sa belle-mère ? Quand on dit à un enfant il faut qu'il soit absolument uniquement nourri au sein, qu'est-ce que vous faites avec les libations et le fait de faire boire de l'eau coranique pour protéger l'enfant ? Donc vous voyez, tout ça, ça montre bien qu'il y a tout un ensemble de difficultés et que ça ne peut pas se gérer. Mais je crois que ce qui est tout à fait important peut-être pour dire ces choses-là, c'est qu'il y a une très grande différence entre d'un côté des programmes qui vont cibler des comportements, et le comportement c'est toujours ce que l'on va segmenter dans un ensemble d'actions sociales, et ce qui relève des conduites sociales ou des conduites humaines qui sont toujours polysémiques, enchâssées dans un ensemble d'éléments et qui toujours sont articulées les unes avec les autres. Troisième opération, je me dirige un peu vers les conclusions pour pas trop déborder de mon temps. Troisième opération, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ouverture du regard. Pardon ? Ah d'accord. La question de l'ouverture du regard. L'ouverture du regard, elle se fait sur deux axes. Un axe synchronique et un axe diachronique. Chaque programme qui se met en place, et il y en a énormément en Afrique, en gros, chaque programme voit midi à sa porte, on peut le dire très simplement. Programme Palu, programme Sida, soins essentiels pour l'enfant, programme tuberculose, programme diarrhée, des fois on distingue avec un programme choléra, etc. Ça veut dire que chaque ministère gère entre 15, 20, des fois il y a un programme grippe pendant un moment, puis après il disparaît, il laisse un local dans un coin, etc. Mais chaque ministère va gérer au moins une vingtaine de programmes. Chaque hôpital va aussi bénéficier de ces programmes. Chaque village va bénéficier d'une dizaine de programmes santé, voire même de plus si on rajoute les programmes vétérinaires, les programmes eau et assainissement, les programmes bois, les programmes agricoles, etc. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, autant on a des fois des difficultés, nous, à comprendre les populations, autant les populations analysent les programmes de santé ou les programmes des intervenants. Donc il y a des courtiers en développement qui très souvent font l'interface entre les villages et les programmes ou les ONG locales, avec très souvent une dévolution des choses, puisqu'on va avoir de gros bailleurs de fonds du type OMS, UNICEF, UNFPA, ensuite des ONG intermédiaires, qui seront très souvent des grosses ONG comme CARE, etc., et puis ensuite des petites ONG locales. Mais vous voyez qu'à chaque fois, il y a des déperditions aussi que je n'ai pas le temps de commenter. Mais je crois que ce qui est tout à fait important, c'est de voir que, bien évidemment, quand on fait ça, à la fois il y a des effets absolument positifs des projets, mais il y a aussi une manière pour les personnels de santé d'essayer de se trouver des places à l'intérieur de ces programmes. Par exemple, si je suis au programme SIDA, comme on dit en Afrique, le SIDA malheureusement a fait mourir beaucoup de personnes, mais ça en fait vivre encore plus. Et donc, d'une certaine manière, on va essayer d'entrer dans le programme SIDA. Avoir un programme SIDA, c'est avoir une voiture, c'est avoir des locaux. Rentrer maintenant dans le programme Palu, c'est aussi pas mal, ça permet d'avoir des choses. Le programme grippe que j'avais regardé un petit peu dans certains pays, ça permettait d'avoir un local et une voiture. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça, et on va avoir
du point de vue des personnels de santé, des formes de vidage de la fonction publique par la course au projet. Donc ce sont des effets iatrogènes des projets qui sont liés à nos formes d'intervention. Mais ce que l'on va avoir aussi, c'est que, bien évidemment, quand on réduit, là encore, la focale et qu'on regarde ce qui se passe dans les villages, un village, ça n'a jamais, pas plus en Afrique qu'ailleurs, ça n'a été une communauté. Il n'y a pas de communauté nulle part. Il y a des ensembles avec des communautés d'intérêt à certains moments, des conflits un peu partout. Et un village en Afrique, c'est un panier de crabes, exactement comme un village en France. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des architectures politiques qui permettent d'agir ensemble, mais c'est jamais un assemblage homogène et harmonieux. Et donc on va avoir des formes d'appropriation des innovations techniques ou des propositions techniques par des segments qui sont des segments de pouvoir de ces hiérarchies locales. Par exemple, le maire va s'approprier un projet, l'ancien chef de village va s'approprier un projet, le jeune fils du chef de village va s'approprier un autre projet. Et on va avoir comme ça des segments variables, cumulant des légitimités, des autorités, et chaque autorité ou chaque segment va avoir éventuellement une autorité spécifique sur un lieu. Par exemple, le chef de village va dire « les pompes à pied, c'est moi ». Donc il va faire ça. On va avoir le marabout qui va dire « la terre, c'est moi ». Et vous voyez comment, dans certains cas, l'innovation technique va être contrariée par ces différentes autorités. Je vais vous donner juste une anecdote. On nous avait interrogé avec un ami, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, sur des problèmes autour des pompes à pied. Ça ne fonctionnait pas. Donc on a été voir ça, c'était dans un petit village au Sénégal. On est arrivés tous les deux, on ne comprenait pas grand-chose, mais le soir, on nous a proposé de nous loger. Donc l'un d'entre nous a logé chez le chef de village et l'autre chez le grand marabout. Voilà, donc le soir, on a fait la causette et le chef de village a dit « Oui, moi, ce sont mes ancêtres qui ont construit le village ». Et l'autre a dit « Oui, c'est le prophète untel qui a construit le village ». Puis après, on a continué à discuter et en fait, le matin, quand on s'est retrouvés, on avait compris le système. Vous avez d'un côté la pompe qui appartient au chef de village parce que la terre lui appartient. Donc c'est à lui de réparer. Mais qu'est-ce qui se passe quand il répare ? Eh bien, l'autre marabout arrive avec, on est dans un pays mouride, il arrive avec ses talibés qui travaillent la terre. Et donc, à ce moment-là, à chaque fois que le chef de village réussit à réparer la pompe, eh bien, il perd du pouvoir. Quel intérêt il a à réparer la pompe ? Il ne faut pas être suicidaire. Et donc, bien évidemment, la panne qui était là et qui était, d'une certaine façon, en permanence, cette panne n'avait rien d'un problème technique. C'était un problème de gestion politique de cet espace, avec d'un côté l'un qui avait la terre et l'autre qui avait la force de travail. On était presque dans quelque chose qui était trop marxiste, presque pour être vrai, donc on avait quelque chose d'assez étonnant. Mais je vais essayer de prendre des exemples un tout petit peu plus contemporains. Vous voyez, par exemple, en 1993, on lance l'initiative de Bamako, donc le paiement direct pour financer les services de santé. Certes, il y a un ensemble de difficultés, puisque les riches ont toujours quelque chose à échanger. À la porte des hôpitaux, ils réussissent toujours par ne pas payer, et comme les pauvres n'ont rien à échanger, c'est eux qui payent. Donc on a, dans certains cas, là où on voulait faire payer les riches pour que les pauvres soient soignés, on a eu très souvent les pauvres qui payaient pour que les riches ne payent pas. Donc on a eu, là encore, des normes pratiques qui sont mises en place et qui n'étaient pas celles qui étaient attendues par le projet. Mais en gros, depuis 2006-2009, on a maintenant l'exemption de paiement au point de contact pour les enfants de moins de 5 ans, et notamment pour les femmes enceintes, et notamment autour de la question des césariennes. Le problème, c'est qui va payer l'exemption ? On ne paye pas au point de paiement, mais il faut bien qu'à un moment, les gens payent. Donc c'est soit l'État qui va payer, les États, on sait ce qu'ils sont des fois dans des situations compliquées, soit des ONG qui décident de payer, soit un tiers payeur quelconque, une forme de mutualisation du risque, etc. Mais vous voyez que l'on a, dans cette mise en place de programmes et d'une initiative, après tout, il faut bien essayer de faire quelque chose, mais vous voyez que l'on a d'une certaine manière quelque chose qui est une privatisation de ces bribes de l'État qui commençaient à exister. Mais surtout quand on essaye de passer d'un regard top-down, comme ceux des projets, à un regard bottom-up, on regarde ce qui se passe en bas. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit apparaître ? Il y avait des comités de santé, des comités de gestion qui géraient les ressources, une sorte de pouvoir administratif qui, dans certains cas, était un contre-pouvoir aux médecins qui étaient en place. Eh bien, cet équilibre de pouvoir, en tout cas, il est perturbé. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui fonctionne moins bien. Quand on regarde aussi les caisses ou les finances, par exemple en 2009 à Dosso, une petite ville proche de Niamey, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus des ruptures de médicaments,
Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a seulement 70% des factures qui sont remboursées par une sorte de trésorerie des ONG. Et surtout, on est passé d'une caisse qui, en 2006, représentait 52 millions CFA. En 2010, elle est de 11 millions CFA. Le problème, c'est comment ça va continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne sais pas, là-dessus, je n'ai pas de réponse. La seule chose que l'on peut avoir, et c'est là où l'anthropologie apporte à la fois synchronie, un regard synchronique, essayer de montrer tous les acteurs qui sont en jeu dans une situation sanitaire, mais analyse diachronique, c'est-à-dire quelle est la responsabilité dans le temps des choix que l'on a proposés à des États qui sont des États naissants. Alors, vous voyez, ce sont 3 points. Donc, comment conclure sur ces choses-là? J'ai essayé d'aborder 3 points, la question de la réduction d'échelle, la question d'une sorte de compréhension des conduites d'acteurs en leur attribuant a priori des raisons d'agir, et puis une ouverture synchronique et diachronique sur les dimensions de l'action. Il me semble qu'on peut essayer de voir 3 points qui se dégagent de ça. La première chose, c'est sans doute l'importance de rééquilibrer certaines perspectives. On a trop souvent, me semble-t-il, l'idée de penser par projet ou par programme, et puis on se dit après, il y aura le contexte. La chose la plus naïve dans ce sens, c'est le cadre logique de la Banque mondiale. Vous voyez, vous mettez le projet, le machin, et puis vous mettez en truc conditions nécessaires, que tout aille bien, que la politique soit stable, qu'il pleuve, que les gens soient heureux, etc. C'est-à-dire vous mettez en contexte finalement toute la vie de la société. Et vous faites comme si c'était le projet qui allait changer le monde. Vous voyez, après tout, le contexte, il est toujours considéré comme étant la toile de fond de nos actions. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Vous voyez que dans ce que je vous ai décrit, que ce soit sur le palu, que ce soit sur les conflits de pouvoir, que ce soit sur l'hygiène, en fait le contexte c'est simplement, disons, le cadre de la vie ordinaire. C'est-à-dire c'est les systèmes de sens des personnes, c'est les contraintes économiques, ce sont les autres projets qui interfèrent. Donc d'une certaine façon, ça veut dire qu'à la fois, il faudrait peut-être, en tout cas, rééquilibrer et tenir compte des conditions de la vie ordinaire, pour essayer non pas de faire entrer le réel dans nos quelques concepts, mais essayer de voir comment nos concepts peuvent s'articuler avec le réel. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais vous voyez que ça pose beaucoup de problèmes sur ce que l'on appelle les programmes pilotes, comme si on pouvait déplacer un programme d'un contexte à un autre, comme si ce n'étaient pas ces situations-là qui étaient déterminantes, et ça pose aussi des problèmes. Et l'anthropologie a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on appelle la modélisation des interventions, parce qu'il n'est pas sûr que l'on puisse modéliser comme ça aussi simplement des conduites humaines. La deuxième chose, c'est peut-être qu'il faut articuler les disciplines. Comme vous l'avez compris, l'anthropologie ne peut pas correspondre à une sorte de mathématisation du monde. On utilise des descriptions, on utilise des indicateurs, on essaie de typifier des situations, on essaie de trouver des récurrences, et surtout on débouche à chaque fois sur ce que l'on pourrait appeler des variables discontinues, des variables qui appartiennent à des univers différents. Quand j'ai étudié par exemple la mort maternelle en restant dans des services d'obstétrique pour voir malheureusement comment mouraient les femmes, une femme mourait parce que les gens de la banque de sang étaient partis manger en fermant la porte. Une autre femme est morte parce que l'agent de l'aide-soignant était parti, enfin il était allé à un baptême et donc personne ne savait où se trouvait la bouteille d'oxygène pour réanimer une femme. Une autre est morte parce qu'elle était éclamptique, elle est restée dans le couloir pendant 5 heures. Et donc vous voyez, il y a là des variables discontinues qui touchent à la fois aux formes de reconnaissance de la personne malade, à l'articulation entre les différents secteurs de la pratique médicale, banque de sang, obstétrique, etc. Et donc on a là, disons, des dimensions qu'il faut observer, et ces dimensions ne peuvent être préconstruites. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, l'anthropologie ne peut jamais désindexer ces concepts du contexte qu'ils étudient. Alors, bien évidemment, ça donne une certaine rigueur malgré tout du qualitatif, mais une rigueur qui se fait, disons, en 3 temps. On commence d'abord par se poser des questions. Ensuite, on se demande comment on va les poser aux gens, donc problème de la traduction, des systèmes de sens, et on pose des questions aux gens, non pas pour avoir des réponses, mais pour se demander quelles questions les autres se posent. Et donc, vous voyez, l'anthropologie est un système de moteur à 3 temps, se poser des questions, se demander comment on va les poser, pour savoir quelles questions les autres se posent. Alors,
On va revenir à ces questions-là. Alors, la question ensuite, ça permet d'articuler peut-être avec trois problèmes. D'un côté, bien évidemment, on a trois systèmes épistémologiques, si on veut utiliser des mots un peu savants. D'un côté, on a la biologie ou la biomédecine avec des pratiques de falsifiabilité. C'est-à-dire, en gros, si on se trompe, le malade meurt, et donc là, on peut avoir quelque chose qui permet évidemment d'avoir quelque chose de très direct, comme disons, compréhension de l'action. Des données comme celles de l'épidémiologie, qui sont absolument nécessaires, mais avec, d'une certaine façon, l'épidémiologie qui va toujours regrouper des discontinuités grâce au repérage ou à la persistance d'un trait singulier. C'est-à-dire que l'épidémiologie travaille toujours sur de la métonymie. Elle va relever un trait et ensuite elle va construire un lien de consécution entre différentes variables. Mais vous voyez qu'en fait, il y a la nécessité, pour mettre en place une étude épidémiologique, de réduire le réel à quelques traits métonymiques de l'ensemble du tout social. Et puis l'anthropologie qui va simplement raisonner en termes de concomitance, d'englobement, de récurrence. Et il va y avoir là le fait d'enchasser, de montrer les enchassements entre certaines pratiques et des ensembles, des univers de sens beaucoup plus larges. Alors, je crois que ce qui est tout à fait important, c'est de bien montrer que ces disciplines, elles ne sont pas contradictoires, mais qu'elles sont complémentaires, et qu'elles correspondent à la fois à une manière d'analyser le réel et à des moments de l'enquête, puisqu'on peut très bien décider une enquête qualitative sur des données pour donner sens à du quantitatif, et ensuite on peut tout à fait essayer de quantifier des données qualitatives. Et donc ce sont plutôt des moments de l'enquête, mais à condition d'essayer d'évaluer les choses précisément et de ne pas quantifier des données avant, par exemple, de les avoir qualifiées. Alors, si vous essayez, par exemple, de quantifier le nombre de pauvres sans savoir ce que le terme de pauvre peut signifier dans un ensemble social, vous allez avoir des données, vous aurez des taux, mais vous n'aurez pas de sens. Et donc, vous avez là un ensemble de questions. Et dernier point, c'est la question de l'action, puisque, bien évidemment, on s'interroge tous sur ces questions de l'action, et c'est la question des facteurs modifiables. Alors, je crois que, d'une certaine façon, l'anthropologie donne des outils, et très souvent, et je pense que c'est tout à fait comme ça, on offre des outils de compréhension, mais pas forcément des outils d'action. Mais en même temps, on gagne toujours à comprendre une situation plutôt qu'à essayer de la changer sans la comprendre. On pourrait dire que, globalement, on a beaucoup... vous savez que Karl Marx disait qu'on a essayé d'interpréter le monde et on devrait maintenant s'occuper de le changer. On pourrait dire que par rapport à l'Afrique, on a beaucoup essayé de changer l'Afrique sans se donner le temps de la comprendre. Et donc, il faudrait maintenant peut-être essayer aussi de construire ces études qui sont des études compréhensives. Mais je crois aussi que à la fois, l'anthropologie, bien évidemment, n'a pas l'efficacité d'une molécule chimique, et donc on ne change pas le social comme ça. Et je pense qu'il faut que les anthropologues puissent le dire et ne se lancent pas dans quelque chose, dans le genre, je vais vous dire les 3 messages qui vont transformer des pratiques. C'est pas vrai, et c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, je crois que ce que l'on peut faire, c'est essayer de montrer plusieurs choses. La première, c'est que distinguer entre les causes médicales, par exemple, des décès, et les causes efficientes. Si je regarde, moi, dans ce domaine des soins obstétricaux d'urgence, je peux soit me contenter d'une tautologie, Madame X est morte d'une éclampsie parce que sa tension était élevée, d'accord, c'est ce qui se dit fréquemment, mais si j'essaie de voir quelle est la cause efficiente, c'est parce qu'elle est restée 5 heures couchée dans le couloir. Et donc là-dessus, sur quoi je vais pouvoir jouer? Peut-être pas tant sur l'hypertension, qu'en tout cas sur le fait qu'elle soit prise en urgence. Et donc ça permet quand même l'analyse, permet de déplacer le champ des causalités et de pouvoir travailler sur ces questions-là. Deuxième point sur lequel on pourrait peut-être réfléchir, c'est que lorsque l'on voit des grands programmes internationaux se focaliser, je le vois par exemple sur le paludisme et sur les moustiquaires, on peut toujours espérer mettre un continent sous moustiquaire. Bon, après tout, peut-être, j'y crois pas beaucoup, mais après tout, pourquoi pas, et ça a une relative efficacité. La question qui se pose, c'est que quand on essaye de voir ce qui se passe entre les problèmes liés à l'eau, les problèmes liés aux maladies hydriques, les diarrhées, etc., est-ce que là, l'anthropologie n'a-t-elle pas tendance, disons, à essayer de promouvoir la mise en œuvre de programmes qui seraient des programmes beaucoup plus articulant des dimensions complémentaires, de l'urbanisme, de l'architecture, des protections hydriques, etc., de façon à construire des villes qui soient à la fois saines et éducatrices,
et qui ne soit pas uniquement l'innovation à partir d'une seule technique. Voilà, donc c'est peut-être ça que je voulais vous dire en essayant aussi de voir qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui est vraiment une éthique de la recherche, et que cette éthique de la recherche ou de l'éthique de l'intervention dans le domaine du développement, c'est sans doute de penser que quand on met en place un programme, ce programme, la seule mémoire qui sera celle du programme, c'est celle des populations. Et je crois que depuis, en tout cas, moi ça fait à peu près 30 ans, malheureusement peut-être un peu plus, que je travaille sur ces questions de développement, ce que je trouve absolument dramatique, c'est que cette mémoire du développement, elle est laissée aux populations, et en fait les enseignements de nos erreurs est très peu pris en compte dans l'analyse des programmes que l'on va mettre au futur. Voilà, je vous remercie. Docteur Champ, professeur Champ. On est tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on a tous rencontré sur place des programmes qui étaient plaqués sur les populations, avant même de comprendre les populations et leur mode de vie. Et je pense que l'anthropologie a fait beaucoup quand elle intervenait dans ces programmes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Est-ce que vous avez le pouvoir de faire intégrer un volet anthropologique préalable avant l'attribution d'un programme? Parce qu'une fois qu'il est financé, qu'il arrive sur place, qu'il est mis en place, c'est trop tard. Il va y avoir des choses qui sont faites, des biens, des moins bien. Mais 10 ans après ou 15 ans après, puisqu'on a vu dans des endroits revenir, même une fois que la mémoire était passée, la mémoire de l'échec était passée, revenir les mêmes choses dans les mêmes endroits. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité de faire intégrer une étude anthropologique préalable avant des programmes? Tout à fait. Le problème, c'est que c'est vraiment très rare. Là, actuellement, par exemple, enfin, vraiment, j'ai strictement rien contre l'UNICEF, qui des fois fait des programmes tout à fait passionnants, mais ils sont en train, actuellement, avec cette initiative sur un peu les soins essentiels, soins communautaires, etc., ils sont en train de réinventer les soins de santé primaire. Donc, ils redécouvrent le fait que... Alors, c'est d'une naïveté affligeante, enfin... C'est-à-dire qu'ils veulent mettre en place des sortes d'hygiénistes villageois ou ce qu'ils appellent maintenant agents de santé communautaire dans les villages. En disant en gros, ces gens-là vont apprendre au reste de la population ou vont prendre en charge certaines choses. On a beau leur dire, de toute façon c'est complètement absurde parce que les gens ne vont pas s'adresser à quelqu'un qui finalement n'en sait pas plus qu'eux. Deuxièmement, c'est que celui qui va être formé, son seul souci, et il aura bien raison de son point de vue, ce sera d'intégrer le corps des professionnels de santé. Donc dès qu'on est bénévole en Afrique, bien évidemment, on est bénévole pour être payé, c'est comme tout le monde, enfin c'est évident. C'est comme chez nous, quand on a on cherche tous un CDI, enfin bon, donc les choses sont claires. Et le troisième point, c'est qu'en gros, on le voyait bien dans les soins de santé primaires, quand on disait à quelqu'un, vous avez une caisse à pharmacie, vous renouvelez vos stocks en vendant un petit peu de chloroquine à l'époque et un petit peu de produits. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans un village, la moitié du village c'est la famille, et la moitié de l'autre village c'est la belle famille. Est-ce que je vais vendre des produits à mes parents ou à mes beaux-parents? Non, j'exagère un peu, mais... C'est un peu caricatural parce oui. que ce genre de projet, il a un peu fonctionné dans une zone que vous avez l'air de connaître, hein, avec à Mopti, dans le Delta, on a quand même mis en place ces agents de santé et ces soins de santé communautaires qui fonctionnaient jusqu'à temps que le directeur régional parte avec la caisse. Mais ça a quand même fonctionné au-delà de toute attente à Mopti avec Médecins du Monde et à Djenné avec l'UNICEF, etc. J'exagère un peu, mais ça a fonctionné en demandant finalement des ressources énormes, parce que pour que ça fonctionne, il fallait, disons, pallier les difficultés sociales par l'existence de projets. Justement, Médecins du Monde, ou bien de supervision qui coûtaient finalement extrêmement cher. Et donc, moi, je pense que là, il y a vraiment tout un ensemble de problèmes qui se posent, mais pour revenir à votre question, ce qui est clair, c'est que très souvent, ce qui est demandé aux anthropologues, c'est un peu, disons, le rôle de conseil à partir du moment où le programme est déjà défini. Et en général, c'est ça. On nous dit, ça marche pas, venez nous dire pourquoi. Alors, malheureusement, en général, c'est pas très difficile de dire pourquoi ça marche pas. Et je trouve que ce serait très bien d'obliger les anthropologues à parler au positif en disant qu'est-ce que vous feriez et qu'est-ce que vous feriez à partir de ce travail. Moi, je le vois bien. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la mortalité maternelle et je travaille maintenant sur la question des soins pédiatriques.
Ce que l'on voit par exemple, c'est que d'un côté, il y a ce que font les personnels de santé, qui s'expliquent, j'ai aucun jugement là-dessus, ça s'explique très bien. Et puis de l'autre côté, il y a des programmes qui se mettent en place et qui sont des programmes en haut, c'est-à-dire tout le monde doit se laver les mains, tout le monde doit dire bonjour, tout le monde doit faire une injection comme ça, etc. Entre les deux, c'est des mondes différents, ça ne fonctionne pas. Une des choses que recommanderaient les anthropologues, c'est de commencer par se dire qu'est-ce que font les gens et pourquoi ils le font. Et à partir de ce moment-là, essayer de partir des pratiques réelles pour essayer de les améliorer de façon, lente et de façon progressive. Mais cette chose-là, il faut bien voir que très souvent, ça n'intéresse pas les bailleurs de fonds parce que c'est un travail de 10 ans assez modeste, assez tranquille, sans effet de manche. En 10 ans, on dirait ça va un peu mieux. Voilà, mais... C'est le drame des grands organismes bailleurs de fonds qui veulent des résultats immédiats, qui demandent des projets à 3 ans, avec résultats à 3 Absolument. ans. Et en 3 ans, on ne peut pas changer des comportements de millénaires de civilisation. Absolument. Et il y a quelques années, j'ai fait un travail assez bête. J'ai regardé dans la presse au Mali, j'ai analysé 1 an de presse au Mali. Et j'ai découpé tout ce qui était santé. Et en gros, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais 90% des articles, c'était les ouvertures et les clôtures de séminaires. Et voilà. Et donc, la boucle était bouclée parce que c'était parfait. C'est-à-dire que, à la fois, l'ONG était très contente, ou bien l'intervenant extérieur était très content de montrer qu'il avait fait quelque chose. Les autorités locales étaient contentes de montrer qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Et ont créé la fiction ou la narration d'un développement sans donner la parole aux populations. Mais ça, par exemple, je pense qu'un projet qui serait plus ou moins monitoré par des anthropologues ne chercherait pas ces formes de visibilité, mais monitoré par des soignants qui ont une compétence ou une expérience dans le domaine de la santé dans les pays en voie de développement. Mes amis médecins qui sont là depuis, disons qui pratiquent depuis longtemps, sont tout à fait d'accord avec ce qu'on annonce. Avec une difficulté très, très concrète qui est qu'on est dans une société très cloisonnée et que si on dépose un projet de prise en charge de telle ou telle maladie, on aura un financement parce que ça sera évalué par des connaisseurs de la maladie. Et si on veut intégrer un volet anthropo, les mêmes qui sont tout à fait capables de juger le côté médico-technique vont dire l'anthropo c'est fumeux, c'est du luxe, on ne va pas financer ça. Je vais prendre un exemple très simple et très clair et plus petit que ce dont on parle à l'instant, mais qui rejoint ça. On a fait financer par un grand bailleur français une étude sur la méningite à cryptocoque au Burundi, avec des dosages, un truc médico-technique plutôt bien. Et on s'est rendu compte qu'une des conditions de la prise en charge correcte des méningites à cryptocoque, c'est de faire la ponction lombaire. Or, il y a une réticence de la part des médecins à faire des ponctions lombaires. Et on s'est dit, on va faire une étude anthropologique pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette réticence. Et on n'a jamais pu faire financer cette étude anthropo. Donc le projet qui a été financé sera peut-être un échec parce qu'un des 3 volets de ce qu'on met en place pour améliorer la prise en charge de la méningite à cryptocoque n'aura pas eu l'explication préalable de savoir pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des ponctions lombaires. Et je pense que ce type d'étude, contrairement au bruit qui circule, je pense qu'on peut faire de l'anthropologie très rapide à partir du moment où on a une connaissance du terrain très longue. Mais il y a des équipes d'anthropologie, par exemple, qui travaillent dans le Sahel depuis 20 ans, 30 ans, et qui ont, en gros, quand on leur pose une question, ils répondent très vite. C'est-à-dire très vite avec finalement très peu d'argent. Mais je pense, et Alain serait sans doute d'accord avec moi, je pense qu'il y a un moment où il faut aussi que les anthropologues balayent un peu devant leur porte. Je crois qu'on a eu beaucoup, disons, d'anthropologues qui ont aussi raconté énormément de sornettes, pour le dire très simplement, c'est-à-dire, moi je me souviens de ce qui traînait pendant tout un temps sur, par exemple, la maladie en Afrique, en disant, en gros, en Afrique, les gens cherchent le sens de la maladie, etc., ce qui n'est pas faux, tout le monde, que ce soit en Afrique ou ici, se demande, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Bon, voilà, mais en Afrique comme ailleurs, quand les gens vont pas bien, ce qu'ils veulent, c'est que la douleur cesse, ils veulent être soignés. Et donc je pense qu'il y a eu un moment aussi où les anthropologues ont raconté des salades et des salades qui passaient à France Culture ou à Saint-Germain-des-Prés, alors que le moindre terrain démentait complètement ce genre de discours. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut aussi que nous, on ait le courage et de dire quand même que l'anthropologie n'est pas forcément un champ homogène. Et qu'en gros, il y a une anthropologie pragmatique et il y a une anthropologie, je ne sais pas comment dire,
médiatique. Voilà. Un truc comme ça. Oui, je voudrais vous poser une question. Il y a 35 ans à peu près, j'ai passé 4 mois dans une université américaine et j'ai travaillé à Stanford Université et à San Francisco. Et j'ai été très frappé de découvrir des chaires d'anthropologie médicale. J'avoue qu'on ne m'avait jamais appris ni enseigné l'anthropologie médicale, alors j'ai été curieux, comme j'ai été curieux de vous écouter aujourd'hui, parce que je suis venu bien sûr pour Jean Delmont, mais également pour vous écouter. Et alors, je voudrais vous faire 3 remarques. Donc j'ai découvert il y a bien longtemps l'anthropologie médicale et j'ai été conscient de son importance. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce qu'elle est devenue aujourd'hui aux États-Unis, où il y a eu des chaires d'anthropologie médicale qui se sont développées et qui sont représentatives d'un enseignement qui est à peu près coordonné. Et en France, on ne parle pas d'anthropologie médicale. Alors, ça m'a étonné qu'on vous choisisse aujourd'hui, et j'en félicite Jean Delmont, mais je crois que c'est fondamental, et je voudrais savoir où en est cet enseignement, si vous êtes un isolé et un représentant isolé de cette science grâce à l'Afrique, ou bien s'il y a une émergence même en France en raison de la diversité des populations dont nous avons à nous occuper dans les hôpitaux en particulier. Et quelle est la situation aujourd'hui? Tout à l'heure tu m'en as parlé, toi aussi tu es venu un peu en curieux, mais ce problème se pose aujourd'hui dans les hôpitaux en France, se pose dans les consultations, et qu'en est-il de cet enseignement pratique? Est-ce que vous délivrez à la faculté de médecine de Marseille un enseignement? Comment vous l'organisez? Qu'est-ce que vous apprenez aux étudiants? Ou bien est-ce que c'est un cas isolé, votre relation avec Jean Delmont? Vous voyez, j'essaie de faire de l'anthropologie universitaire. À la fois, les relations avec Jean Delmont, c'est un cas amical, quelque chose comme ça. Non, je pense que effectivement, c'est une question très, très compliquée. Alors, je crois qu'on progresse. Dans les années 80, les liens entre les anthropologues et les équipes de santé n'étaient pas évidents. Voilà, c'était un peu compliqué. Et je me souviens, par exemple, d'avoir parlé des fois à l'OCCGE des rapports entre prévention, vaccination, etc. C'était un peu houleux par moment, etc. Ça tient à la fois à certains médecins et à certains anthropologues. Je pense que là, disons, les torts sont largement partagés. Depuis les années 80, ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé, notamment à cause du sida, où là, il y a eu de grandes transformations autour de ces questions-là. Maintenant, je pense que la grande différence entre... je vais durcir un petit peu le trait, mais la grande différence entre les États-Unis, où effectivement il y a des chaires d'anthropologie, que ce soit à Stanford, à Harvard avec Kleinman, ou je ne sais pas, par exemple à Palo Alto, enfin, il y a énormément d'endroits où on peut faire de l'anthropologie médicale. Je crois que ça semble tout à fait normal aux États-Unis de pouvoir enseigner l'anthropologie à la fois à des étudiants, disons, en sciences sociales et à des jeunes médecins, ou à des équipes, disons, plus spécialisées. Et en même temps, il n'y a aucune gêne pour des praticiens, pour des anthropologues américains, d'espérer que leurs travaux soient utiles. Et moi, je sais que par exemple, j'ai pas mal de contacts avec l'université de San Diego en Californie. Et notamment, je travaille avec une équipe où à la fois, il y a une réflexion sur ce qu'est un enfant, toute une question autour de l'anthropologie de l'enfance, comment l'enfant voit le monde, mais aussi comment sa perception a été transformée au cours des âges ou dans les sociétés. Et en même temps, par exemple, cette prof d'anthropologie travaille dans des services de pédiatrie pour essayer d'améliorer la situation des enfants quant à la douleur, la compréhension de la maladie, etc. Je regrette énormément qu'en France, il y ait tout un courant, disons, d'une anthropologie qui essaye, c'est l'inverse de ce que j'essaie de faire. Je pense que des fois les anthropologues essayent de dire des choses très simples de façon compliquée. Alors qu'il faut dire l'inverse, il faut dire les choses compliquées de manière très simple. Et je pense qu'il faudrait réussir à construire ces équipes qui soient des équipes médico-anthropologiques ou épidémio-médico-anthropologiques et que ce soit enseigné dans des universités. Alors, à Marseille, on en est un petit peu au début. J'espère qu'il devrait y avoir un cours d'anthropologie avec une formation en master qui se met en place l'année prochaine, théoriquement.
Mais il faut reconnaître qu'en France, actuellement, il n'y a pas vraiment de programme coordonné, il n'y a pas vraiment d'enseignement coordonné, il n'y a pas vraiment non plus de place pour une anthropologie, disons, intelligente pour des étudiants en médecine. Ce qui est une catastrophe, c'est qu'on enseigne l'anthropologie, je crois, en première ou deuxième année, à des gamins qui n'ont qu'une envie, c'est de réussir à passer leur examen. Et en plus, on leur raconte des salades autour de Michel Foucault ou de Canguilhem, qui sont de grands philosophes ou épistémologues. Mais je veux dire, vraiment, en première ou deuxième année, ça n'a aucun intérêt. Et donc, c'est au moment de l'internat, quand les étudiants, ou quand ils ont au moins, voilà, ils sont contents, ils ont une blouse, ils ont un stéthoscope, ils ont vu des malades, ils commencent à se poser des questions. Donc, ils ont fini leur parcours, disons, de reconnaissance sociale. Ils se confrontent à des problèmes et c'est à ce moment-là qu'il faudrait pouvoir faire vraiment des travaux avec eux et construire cette sorte d'anthropologie de terrain. Mais c'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné. Voilà. Oui, je voudrais rebondir sur cette question d'anthropologie de terrain. J'ai travaillé au Rwanda sur l'évaluation d'un programme national de lutte contre le paludisme et j'ai remarqué que les équipes anglaises, systématiquement, celles que j'ai rencontrées, commençaient leurs travaux par un travail anthropologique, en particulier la London School. Et ça paraît une culture scientifique qui est différente de la nôtre. On ne va sur le terrain que parce qu'il y a eu déjà un débroussaillage par les anthropologues. Bien sûr, la London School, ou même quand on prend on est pas d'accord avec certaines méthodes, mais on a du respect pour leur travail, mais les gens de Anvers, par exemple, ont aussi des anthropologues, les équipes américaines ont des anthropologues, etc. Et c'est vrai qu'en France, ce qui nous manque, c'est la London School. Enfin, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il manque un lieu d'articulation entre, disons, les différentes disciplines médicales, au sens biomédical, des données épidémiologiques, des données économiques et des données anthropologiques, et que tout ça soit articulé. Et c'est vraiment... moi, je sais que je suis à chaque fois catastrophé. C'est-à-dire quand je vois, par exemple, ce qu'on dit sur les questions, je sais pas quoi, de recouvrement des coûts en Afrique, etc., je suis tout à fait d'accord, il y a des problèmes économiques, mais la question, par exemple, qui se pose, moi je le vois dans le cas de la mortalité maternelle, on ne trouvera pas 70 000 CFA pour faire une césarienne à une femme, mais on trouvera 700 000 pour ses obsèques, si on est au Bénin ou au Togo. Le problème, c'est que bien évidemment, dans un cas, le décès fait lien social et détermine des conduites de solidarité sociale, alors que la césarienne n'est pas encodée dans des pratiques de dons et de dettes et de réciprocité. Donc on voit bien que la question, elle est en partie économique, mais elle consiste surtout à donner un sens social à des gestes médicaux. Et je pense que, par exemple, sur toutes ces dimensions-là, il y a un énorme travail à faire par des équipes pluridisciplinaires. Et voilà, c'est-à-dire que des fois, on a la chance d'avoir Jean Delmont qui va agiter un peu tout le monde et va regrouper tout le monde. Mais voilà, il y a des bribes, ça commence, et puis après, ça ne fonctionne plus, et puis il n'y a pas de continuité dans l'action. C'est extrêmement difficile voilà. Oui, merci de cette belle conférence qui finit de nous persuader, nous médecins, à quel point on a besoin d'anthropologie quand on fonctionne dans une culture différente. Et je dirais même qu'en France, on en a besoin aussi, parce que quelquefois on est confronté à d'autres cultures, que ce soit en banlieue ou à la campagne. J'ai vécu un peu douloureusement le conflit entre les comportements traditionnels et les comportements apportés de l'Europe en soignant des enfants à Dakar. C'était souvent très conflictuel et les attitudes vis-à-vis de la rougeole, je ne citerai que la rougeole parce que c'est ce qui m'a le plus impressionné, les attitudes traditionnelles sont meurtrières en Afrique. Elles s'accumulent et elles aboutissent au fait que la létalité des enfants rougeoleux en Afrique noire est la plus élevée du monde. Je donne deux petits exemples. Quand un enfant un rougeoleux venait avec 40, on le baignait dans une eau tiède pour faire baisser un peu sa température. La mère hurlait. Ah, il faut le mettre dans une couverture. À ce moment-là, la température monte à 32 et le gosse est cisaillé. Et puis, quand l'enfant ne mourait pas de rougeole, il mourait de kwashiorkor dans les 3 mois qui suivaient parce qu'il était à la diète pendant 3 mois. Alors on disait à la mère, si tu lui donnes un œuf par semaine, c'est pas très cher, tu vas empêcher le kwashiorkor. Et j'ai fini par apprendre par une mère ou par une infirmière, je ne sais plus qui,
ah, mais si on donne un œuf à un garçon, il va devenir voleur, et si on donne un œuf à une fille, elle va devenir une pute. Alors, c'était vraiment... Mais ça, il faut l'apprendre sur le terrain pour essayer de gérer le problème et de persuader les gens d'éviter ces erreurs traditionnelles qui sont souvent assez pénibles à vivre. Oui, je pense que c'est pour ça, disons, que je regrette toujours quand certains de mes collègues ont une espèce de fascination pour ce qu'ils appellent le traditionnel. En plus, ce traditionnel, il est souvent historique. C'est-à-dire que le traditionnel d'aujourd'hui, c'est pas le traditionnel d'hier. Quand il y a des gens qui se prétendent guérisseurs traditionnels du sida, ils sont traditionnels depuis 20 ans. Donc on voit bien que, voilà, quand on dit qu'on est traditionnel, c'est uniquement pour avoir du pouvoir au présent. Donc, et donc, la question, c'est réussir. Le but en tant que citoyen, c'est d'offrir des soins de qualité à toutes les personnes. Et donc, dans certains cas, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître la cohérence d'une pratique, mais sans, disons, glorifier cette pratique. C'est-à-dire, dans le cas de la rougeole, c'est très clair. Les femmes, largement, c'est répandu dans toute l'Afrique de l'Ouest, pensent que quand on met de l'eau sur des boutons, sur un corps d'enfant rougeoleux, les boutons vont entrer à l'intérieur du corps. Et donc ils vont rentrer et ils vont, comme on dit en bambara, c'est-à-dire ils vont durcir à l'intérieur du corps. Et donc à ce moment-là, la maladie va devenir dangereuse alors qu'autrement elle est en train de sortir. Et donc c'est toutes ces questions que l'on peut faire. Ce qui me désole un peu, c'est que des fois c'est très simple. J'ai eu la chance de travailler au Niger avec un excellent pédiatre qui s'appelle Youssouf Gamatié, qui avait des problèmes avec les enfants malnutris. En gros, les enfants mouraient à l'arrivée, malgré une bonne prise en charge, et quand on les suivait, malheureusement, à la sortie, très souvent, ils décédaient 6 mois après, même s'ils avaient été renutris. Mais quand on travaillait sur les enfants qui avaient du marasme, et question toute bête, c'est au lieu de dire « ton enfant a du marasme », de dire « d'après toi, qu'est-ce qu'il a ?» Eh bien, on me disait en Zarma, « Haga Humburu », il a peur. Et effectivement, un enfant qui a du marasme, il a des grands yeux, enfin il donne l'impression d'avoir des grands yeux, il pleure tout le temps, donc comme s'il était triste ou inquiet, et en plus il a une peau qui ressemble un peu à une peau vieillissante, comme s'il était fripé. Et donc, quand on disait qu'est-ce qui se passe, les femmes pensaient que l'enfant était menacé soit par une entité quelconque, soit éventuellement menacé par une personne plus âgée qui lui jetait un sort. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et on voit ça chez les Wolofs avec l'enfant nid de Koubon, avec les enfants trop beaux, etc. Une des façons de prévenir la maladie chez l'enfant, eh bien, c'est d'essayer de le dissimuler dans sa fratrie. Ce que l'on voit très bien avec les prénoms, par exemple, lorsqu'il y a souvent des enfants qui meurent, un des enfants qui va suivre va s'appeler en traduction crotte d'âne ou imbécile, ou etc. De façon à ce que quand on l'appelle, la mort ne tende pas l'oreille. Et à ce moment-là, ces prénoms propitiatoires montrent bien qu'une des manières de protéger l'enfant de la maladie, c'est de le dissimuler. Et donc quand on dit à la mère, tu vas donner à manger spécifiquement à ton enfant, tu vas t'en occuper particulièrement, tu vas faire ceci, faire cela, c'est comme si on demandait à la mère de montrer l'enfant alors que sa réaction première serait de le dissimuler. Alors bien évidemment, il ne faut pas durcir les choses, les mères peuvent comprendre tout à fait, il n'y a pas de souci, elles changent d'avis comme tout le monde, mais disons, le premier rapport est un rapport de contradiction entre ce qu'on leur disait et ce qu'elles pensaient elles-mêmes. Et donc si on abordait ces questions-là, elles pouvaient changer, mais si on ne les abordait pas, c'était un non-dit qui déterminait leur pratique. Et donc je pense que c'est presque rien, c'est-à-dire être dans un service et dire d'après toi qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que tu vas faire. En Guinée, j'ai travaillé avec des gens justement sur le palu. On disait aux femmes, voilà, il faut mettre ton enfant sous moustiquaire. Et j'ai dit au pédiatre, c'est simple, on va aller chez la dame pour voir comment elle fait. Et j'ai embarqué l'équipe de pédiatrie à Conakry, et on est parti, et on voyait qu'il y avait 5-6 personnes dans une toute petite pièce en tôle. Et je disais à mes copains pédiatres, je leur disais, la moustiquaire, vous la mettez où? Ils disaient, ah, ça pose problème. Voilà. C'est ce genre de truc, c'est-à-dire, ça demande rien, ça demande simplement à partir d'une certaine posture, en se disant les gens ne sont pas bêtes, ils ne demandent qu'à comprendre, et si on essaye de comprendre les logiques de leur conduite, alors on peut dialoguer avec ces personnes-là de manière un peu compréhensive. Enfin... Oui, j'ai eu le privilège de faire 40 ans de ma carrière de dermato-vénérologue en Guyane française, département français à part entière, mais entièrement à part, pour la bonne raison que on y applique les règles de la France, bien sûr, et maintenant de l'Europe.
dans des populations qui sont les Bushinengués du fleuve, c'est-à-dire les Noirs marrons qui ont fui l'esclavage, les Haïtiens en très grand nombre qui sont des migrants, les Brésiliens qui sont déjà très mélangés, 5 ou 6 groupes indiens, les Chinois, les Hmongs et les Européens les Européens nouveaux migrants, pour ainsi dire, qui sont des techniciens d'espace, etc. Donc, ce qui fait qu'on a bénéficié justement d'un milieu particulier où il a fallu toujours s'adapter, bien entendu, aux cultures, aux croyances et à tout le reste que vous avez si bien analysé et que j'ai eu grand plaisir à écouter. Et alors, vous avez signalé l'événement SIDA, ça a été un tournant considérable de la valorisation de ce qu'on disait, et de ce qu'il fallait faire, que ne comprenaient pas, y compris les technocrates du ministère de la Santé. Et en particulier, on nous demandait d'appliquer en Guyane française les choses, par exemple, dictées par un petit groupe de Parisiens, vous m'excuserez, qui étaient sous l'influence de Aide ou Act Up, qui étaient inapplicables dans aucun des départements d'outre-mer, et pas plus la Guyane que la Martinique ou la Guadeloupe ou la Réunion. Et finalement, après des conflits énormes, puisque on m'a fichu à la porte de la lutte anti-vénérienne, on m'a ensuite présenté des excuses, on m'a médaillé de l'ordre du mérite à un très haut niveau, et bien on s'est rendu compte que dans les équipes des CISI, c'est-à-dire les centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine, qui sont devenus les Corévis, qui m'a permis de fréquenter tous les infectiologues de France, tous les gens entre Marseille, Strasbourg et Paris, et on s'est rendu compte qu'on était de très bons exemples pour parler de socio-anthropologie adaptée à toute la médecine, puisque le sida, c'est toute la médecine. Et finalement, une des meilleures recrues qu'on ait eues, c'était un médiateur culturel. Ce n'était pas uniquement un individu qui servait d'interprète, comme ça se passe dans certaines villes, c'était quelqu'un qui parlait les différentes langues et qui allait chez l'habitant boire un punch pour expliquer un petit peu la maladie plus qu'il le faisait. Parce que ça a été un creuset d'enseignement formidable dont sont témoins mes élèves. Il y en a un qui a été nommé PUPH de dermato et l'autre PUPH de santé publique médecine sociale. Ça marque bien ce qui a été fait. Et je termine en donnant un petit exemple avant de vous faire une proposition. C'est que mon réflexe a été le plus fort le jour où une interne qui venait d'Alsace me dit « Docteur Pradino, t'es malade, il ne comprend rien ce que je lui dis. » Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous essayez de comprendre de ce qu'il voudrait vous dire ?» C'est un Haïtien, oui à peu près. Alors à partir de là, on a bâti toute une conférence que j'ai mise sur, qui tourne un petit peu en France et dans le monde, qui s'intitule « Les obstacles à la maîtrise et la prévention des infections sexuellement transmissibles », où on passe en revue tous les témoignages de ce que les gens nous ont dit et on aborde tous les problèmes que vous avez évoqués de socio-anthropologie, avec l'aide en particulier aux Antilles. Les gens qui venaient travailler là-dessus, c'était surtout les gens du Québec qui avaient une bonne formation en socio-anthropologie. Alors cette conférence que j'ai montée, j'ai eu le privilège de la présenter dans une association qui avait été créée par Maxime Armengaud, qui s'appelle le Collège international du voyage, où il y avait y compris des gens de la Sorbonne. Je l'ai présentée en Suisse, ça a eu un très grand succès, et je proposerai de venir la présenter un jour à la Société de pathologie tropicale, qui s'appelle encore Société de pathologie exotique, parce que moi qui travaillais en Guyane, la société n'était pas exotique, elle était tropicale. Ça m'a permis de placer la remarque. Merci. Il nous reste à remercier Yannick Jaffray. Je pense que tout le monde a apprécié ses propos et merci pour ce temps qu'il nous a consacré.